Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, comme l'indique le titre, je vais vous présenter ce que c'est les ransomware et particulièrement les crypto-ransomware. Et le but de cette introduction, c'est de réussir à vous faire un peu l'état des lieux de ce qui existe comme méthode de détection et de prévention par rapport à ces logiciels malveillants et de voir un peu qu'est-ce qu'on essaie de développer ici au sein de l'équipe Capsule en collaboration avec le LHS. Donc cette présentation va se découper en 4 parties. Une première partie où je vais mettre en place, définir le contexte où se retrouvent les ransomware. Une deuxième partie plus une vision, plus orientée vision red team en tant qu'attaquant pour savoir comment marchent les mécanismes des crypto-ransomware. Une troisième partie plutôt orientée blue team où en fait on va définir un peu les différentes méthodes, des mécanismes de détection et de prévention qui existent pour l'OS Windows. Et enfin, le quatrième point, dernier point, ce serait de réussir à décrire un peu les différentes difficultés qu'il y a par rapport à l'état de l'art actuellement en recherche dans ce domaine-là et de voir quelles solutions on essaie d'apporter dans l'équipe Capsule. Donc tout de suite, commençons par l'environnement, le contexte de définition des ransomware. Donc les ransomware font partie en fait font partie de la famille des malwares, qui est donc un terme assez large qui regroupe un ensemble de logiciels malveillants. Et parmi ces familles de logiciels malveillants, on retrouve les ransomware qui sont en fait une sous-partie des logiciels qui sont appelés type cheval de Troie. Puisqu'en fait, les ransomware sont des logiciels malveillants qui ont pour but de bloquer l'accès à certaines données et de rendre l'accès à cette donnée en échange d'une clé, d'une rançon pour pouvoir récupérer une clé, une clé ou un développeur derrière. Et en fait, ça fait partie d'une sous-famille qui est donc les chevaux de Troie, où en fait ce sont des logiciels qui ont l'apparence d'être un logiciel légitime, mais en fait qui ont une action malveillante et qui ne se répliquent pas. Voilà. Donc concrètement, les ransomware, en 2021, qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup de communication générale dans les médias, mais c'est aussi beaucoup d'attaques qui sont réalisées sur des infrastructures étatiques, industrielles ou particulières. Et ça profite du fait en fait que l'ensemble de ces infrastructures possèdent un nombre important de failles qui sont présentes parce que les développeurs ou les utilisateurs ont cumulé un certain nombre d'erreurs, et ces erreurs sont utilisables du coup par ces logiciels-là. Ce qui fait que des organismes malveillants, type cyberattaquants, État ou autres, essayent d'exploiter ces failles pour parvenir à leurs fins. Et les ransomware sont une pierre angulaire de ces genres d'attaques. Donc, comme je disais, l'idée c'est de réussir à déstabiliser en fait différents types d'entités. Et la principale cible actuellement, c'est l'OS Windows, puisque c'est un des OS les plus utilisés actuellement au niveau mondial. Et si on parle un peu de chiffres au niveau des attaques, en 2020, on a une estimation d'attaques de plus de quasiment 2500 attaques notées, alors qu'en France, on est seulement de l'ordre de 400 attaques à peu près. Et plus proche de nous, au début de ce second semestre de l'année 2021, commencent à apparaître les premiers résultats des collaborations internationales qui visent à empêcher ces attaques-là, avec différents échanges d'informations qui ont lieu entre États ou organismes internationaux type Interpol, pour pouvoir arrêter les cybergangs qui sont derrière. Le problème, c'est que même avec ces collaborations qui sont croissantes et cette réponse internationale qui commence à essayer de limiter ces attaques de logiciels malveillants, le nombre global de nouvelles familles en ransomware continue encore d'augmenter, ce qui rend plus difficile ce genre de contre-mesures physiques. Et pour répondre à ça, au niveau sur le web, de manière générale, on trouve de plus en plus de personnes qui s'investissent contre la lutte de ces logiciels malveillants en proposant différentes sources d'informations qui sont disponibles pour tout le monde de manière à limiter les avantages que ces attaquants pourraient avoir. Donc on retrouve, sur ces différentes sources, on trouve principalement le Zozo ou VXC Underground ou Malware Must Die, où en fait on peut trouver différents samples, donc des traces d'exécution, des binaires ou des codes sources qui sont reproduits ou extraits ou volés, c'est pas vraiment très clair comment c'est obtenu, mais en tout cas qui reproduisent correctement le comportement de ces logiciels malveillants.
Bien, bon, maintenant, parlons un peu plus concrètement comment ça marche. D'un point de vue plus technique. En fait, créer un ransomware, ça ne se fait pas non plus, c'est pas tiré d'un chapeau magique. Il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui ont des compétences particulières, qui se mettent ensemble pour se mettre d'accord, pour pouvoir créer ce genre de programme. Pour ça, il faut que la littérature actuellement dans ce domaine de recherche indique qu'il existe à peu près 4 étapes clés importantes pour fabriquer ces ransomware, ces logiciels malveillants, qui sont en premier le design, la deuxième étape la dissémination, donc la diffusion du logiciel, la troisième étape la mise en place de la partie attaquante, donc la partie qui va bloquer l'accès aux données, et la quatrième partie qui est le moment de négociation de paiement de la rançon. Et ce cycle de création de ransomware, en fait, couvre les 2 familles principales qu'on trouve chez les ransomware, dans la famille des ransomware, qui sont les locker ransomware et les crypto ransomware. Alors, je vais vite venir sur la définition de ce que c'est un locker ransomware et un crypto ransomware, mais pour le reste de la présentation, on va se concentrer uniquement sur les crypto ransomware. Donc, les locker ransomware sont ceux, en fait, sont les logiciels de type, des logiciels malveillants qui ont pour but de bloquer l'accès à certaines ressources de manière persistante au niveau d'une machine, et cela en utilisant une attaque par escalation de privilèges. Alors que les crypto-ransomware sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre, on va dire, qui en fait vont essayer de bloquer l'accès aux données seulement en les chiffrant avec différents cryptosystèmes et obliger la victime à payer une rançon pour qu'elle reçoive les clés de déchiffrement pour pouvoir qu'elle puisse réaccéder à ces données. Voilà. Donc revenons maintenant sur la fabrication des ransomware. Donc la première étape, je disais tout à l'heure, c'était le design. En fait, le design est fait par des gens qui ont passé de leur temps à essayer d'observer en fait les victimes potentielles des attaques par du social engineering, et vont chercher à exploiter des vulnérabilités logicielles ou de services qui sont disponibles sur un réseau ou sur un ensemble de clients, de manière à trouver quels sont les vecteurs d'attaque possibles pour les victimes choisies. Pour la dissémination, ça utilise du coup différentes méthodes d'infection. Donc ça va personnaliser le vecteur d'attaque en fonction des contraintes qui ont été données par la partie design. Puis, en troisième partie, une fois que les vecteurs d'attaque ont été testés et sont efficaces, les ransomware en fait vont essayer de vérifier que leur environnement est favorable au blocage des données, donc soit blocage d'accès aux données par escalation de privilèges, soit en chiffrant les données. Et si l'environnement répond à un certain nombre de contraintes qui sont prédéfinies dans le logiciel malveillant, alors le ransomware va bloquer l'accès aux données le plus vite possible, de manière la plus transparente et pas de manière cachée. Donc, ce qui fait que dès qu'il attaque, dès que le logiciel attaque la victime, c'est assez efficace. Et enfin, une fois que le blocage des données est réalisé, s'ensuit la partie échange financier, où en fait les gangs ou les attaquants vont créer un fichier rançon localement qui va donner un ensemble d'instructions pour pouvoir récupérer les données. Et aussi vont ouvrir un canal de communication actuellement, ça c'est la mode actuellement, vont ouvrir un canal de communication pour discuter avec leurs victimes et pour négocier en fait le prix de la rançon à payer. Cette rançon est souvent échangée en bitcoin, donc une crypto-monnaie, et la valeur va de quelques dollars à quelques millions de dollars. Sachant que par exemple, là en 2020, si on regarde les chiffres récents qui sont donnés par les organismes qui gèrent ça, en 2020, aux États-Unis, la rançon moyenne était à peu près de plus de 800 000 $, alors qu'en France, on est seulement à 6 000 euros. Voilà. Et enfin, pour terminer sur la partie mécanisme de ransomware, si on se place du côté de la défense, actuellement en recherche, on a uniquement 3 axes majeurs et puis des axes secondaires qui sont en premier axe, méthode d'analyse classique, donc statique ou dynamique ou concolique, les méthodes de recouvrement de données ou de fichiers avec les systèmes de sauvegarde et toutes ces familles-là,
les méthodes de détection, et qui utilisent principalement des règles, ou qui servent de systèmes d'apprentissage ou de règles, par exemple. Et enfin, pour les parties secondaires, on trouve tout un tas de sous-branches qui essaient justement de prévenir, de se défendre par rapport au ransomware. Et mon travail dans le cadre de mon postdoc, c'est de me concentrer sur les méthodes de détection et de prévention. Et c'est ce que je vais un peu plus présenter en détail dans le reste de cette présentation. Donc, si maintenant on se place, si on rentre plus en détail encore dans le fonctionnement des crypto ransomware et qu'on se place au niveau de niveau attaquant, comment ça marche, comment on fait pour pouvoir, comment ça marche concrètement et comment on fait pour le mettre en œuvre, c'est ce que je vais présenter maintenant dans cette seconde partie. Un rapide historique sur les crypto ransomware. La première attaque documentée date de la fin des années 80. Les attaques des variants modernes, donc ceux qui utilisent des systèmes de chiffrement, des cryptosystèmes, c'est qu'on a actuellement les premières attaques datent de 2005. Et il existe un premier papier qui explique que ça aussi la même année, où il explique comment les ransomware qui ciblent l'OS Windows peuvent utiliser l'API cryptographique de Windows pour chiffrer leurs données. Et aujourd'hui, la plupart des crypto ransomware qui existent actuellement se basent plus ou moins toujours sur le même principe que qui sont énoncés depuis 2005. Et ce qui a changé, c'est la mise en œuvre ou toutes les méthodes qui permettent justement de protéger le ransomware, ou qui va permettre de vérifier que le ransomware puisse s'exécuter facilement. Alors, donc si on se met d'un point de vue attaquant, comment on arrive en fait à réussir à mettre en œuvre un ransomware? Il faut d'abord, première étape, réussir à réunir des gens qui ont des compétences suffisantes pour pouvoir créer ce genre de logiciel. Et souvent, ces personnes-là ont des compétences spécifiques à chaque action de chaque étape d'exécution du programme. Ils ne sont pas forcément bons sur toutes les étapes, mais on retrouve sur différents ransomware, on retrouve les mêmes procédures qui peuvent être faites, utilisées de la même manière. Tout ça pour réussir à mettre en place un ensemble de conditions qui doit être vérifiées par le logiciel pour qu'il puisse s'exécuter de manière rapide sur la victime, la machine victime. Et pour que le gain soit maximum au niveau de ces d'attaque, il existe maintenant un ensemble de générateurs de différents variants de ransomware qu'on peut trouver sur le dark web qui fournissent directement des variants spécifiques aux demandes, une demande qu'on veut. Et ce genre de générateurs, en fait, sont mis à jour assez rapidement par rapport à toutes les contre-mesures qu'on pourrait trouver, qui pourraient être mises en place suivant les réactions des victimes, genre État ou industrie. Le problème, principalement, c'est que si on commence à essayer d'analyser ces logiciels malveillants, ils ont une durée de vie assez courte, de l'ordre de quelques mois, voire à l'année, maximum 2 ans, mais c'est pas fait pour durer très longtemps. Et enfin, pour terminer sur la partie un peu explication globale de la menace, comment elle fonctionne d'un point de vue attaquant, les 3 autres points qui pourraient être les 3 derniers points importants qui peuvent être retenus, c'est leur tactique et leur modèle de fonctionnement. Leur tactique, comme je dis depuis le début de la présentation, c'est d'essayer de viser ce qui rapporte le plus. Donc, principalement, c'est d'essayer d'attaquer les grosses industries, compagnies ou États. Mais pour ça, en pratique, ils passent par des étapes intermédiaires, en attaquant des particuliers, des PME, des plus petites structures, pour attaquer les plus gros poissons à la fin. Et pour que leur service soit aussi efficace d'un point de vue financier, ils utilisent, donc, comme je disais tout à l'heure, possiblement des marchés illégaux, des places de marché sur le dark web pour vendre leur générateur de variants. Et en fait, en vendant ces produits-là, ils demandent aux futurs attaquants de redonner une partie de leur rançon à leur groupe. Donc c'est de l'ordre de 20 à 30% de la rançon. Et enfin, le dernier point, c'est que vu que
l'ensemble des machines, enfin l'ensemble des réseaux ne fonctionnent pas forcément que sur Windows, et qu'on peut utiliser aussi d'autres OS comme basés sur Linux ou basés sur Mac, ça dépend. En fait, ils essayent la tendance actuelle depuis 2020, c'est de réussir à composer différents types d'attaques qui peuvent être réalisées dans différentes plateformes, de manière à optimiser les attaques en termes de temps, de manière à ne plus se limiter à une seule plateforme particulière type Windows, mais essayer de combiner, de passer par les serveurs, de contaminer les serveurs, et après seulement de contaminer les clients. Ce qui fait aussi que, une petite remarque, c'est que ce qui fait aussi que être sous Linux ne protège pas forcément des ransomware, puisque ça commence à devenir une manne financière importante. Et ça reste encore minoritaire par rapport aux attaques sur l'OS Windows. Voilà. Donc, techniquement, si on rentre encore un peu plus d'un point de vue technique sur comment une attaque peut être réalisée, donc si on revient sur la partie, j'ai omis la partie design sur la slide, mais si on revient sur la partie destination, workflow et partie discussion financière, ici sur ce tableau, j'ai essayé de mettre en avant ce qu'on retrouve habituellement, de manière assez générale, ce qu'on retrouve habituellement dans les ransomware. Donc, par exemple, par partie de destination, on peut la découper en deux sous-parties, qui est une partie distribution, où en fait le vecteur d'infection va essayer de profiter de failles de sécurité, et ensuite la partie infection qui va permettre au vecteur d'infection de se transformer, de passer en fait les barrières de détection classiques, et ensuite de se transformer de manière à pouvoir activer le reste de la séquence d'infection. Le reste de la séquence qui a pour but de chiffrer les données. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que comme les temps de chaque étape n'est pas forcément les mêmes, c'est pas forcément, on ne peut pas généraliser une détection qui soit spécifique à l'ensemble de chaque étape. On est obligé de se concentrer seulement sur une sous-étape possible. Et dans le cadre de la détection et de la prévention, en fait, la partie la plus importante qu'on va essayer de bloquer, c'est la partie chiffrement qui se trouve dans la partie workflow. Et du coup, on n'a pas d'un point de vue politique anti-ransomware, c'est plus efficace de laisser un peu le ransomware chiffrer un peu de données pour le détecter qu'essayer de le bloquer à toutes les étapes précédentes. Puisque, je le répète, un ransomware ne cherche pas forcément à se cacher par rapport à ses activités, il va essayer de se comporter comme un logiciel normal jusqu'à la partie blocage de données. Voilà. Et sur trois exemples récents, qui ici sont Black Matter, Ragnarok et Logbit 2.0, j'essaie d'expliquer en fait ici une synthèse de ce que j'ai lu sur différents rapports d'analyse par rapport à ces samples-là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils n'utilisent pas forcément les mêmes techniques en pratique sur la mise en œuvre, mais le but à la fin est toujours le même, c'est de réussir à chiffrer de la manière la plus efficace possible. Par exemple, pour Black Matter, la différence par exemple entre Black Matter et Ragnarok, la plus importante, c'est celle qui est que le chiffrement des données de Black Matter se passe directement sur le disque, donc ça écrase les données directement, alors que sur Ragnarok, en fait, il ouvre une VM, fait le chiffrement dans la VM et récupère les données dans la VM. Et va écraser les données récupérées par la VM sur les données originales. À chaque fois, on peut remarquer aussi que les données sont, il y a des fuites de données qui sont réalisées. C'est-à-dire en fait que les données vont être extraites de la machine avant le chiffrement pour être stockées sur un serveur à part et soit vont être utilisées pour faire pression sociale, psychologique sur la future victime, soit va être revendues ensuite sur le dark web pour augmenter les gains. Et un dernier point qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que la taille de données qui sont chiffrées par ces trois exemples-là ne sont pas forcément les mêmes. Notamment ici avec la ligne encrypted size, où on voit que Black Matter chiffre uniquement des données de 1 mégabit, 1 mégaoctet. Ragnarok chiffre toutes les données entièrement, et le bit fait aussi du chiffrement partiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que le chiffrement ne va pas se faire de manière parfaite, il va se faire de manière, ça sera un peu mélangé, il n'y aura pas besoin de tout faire, et que souvent, par exemple dans le cas de Black Matter, ça va plutôt chiffrer en fait le début des entêtes des fichiers et pas tout le fichier.
alors que Ragnarok va essayer de chiffrer tout le fichier. Ce qui fait que ça accélère en fait le temps ça permet de bloquer l'accès à beaucoup plus de données que de tout chiffrer, et ça permet aussi de rendre plus difficile la récupération des données. Enfin, d'un point de vue victime, ça rend plus difficile la récupération de données, puisque elle a l'impression que elle ne sait pas forcément que c'est que le début des en-tête, et voilà. Et voilà. Et oui. Ah oui, des cryptographies, j'ai pas expliqué. Alors, en fait, c'est qu'il y a eu des réponses par rapport à ces ransomware-là. Et en fait, il y a eu l'entreprise Bitdefender qui a proposé des clés un système pour récupérer les clés de manière à pouvoir déchiffrer. Et là, pour le groupe Ragnarok, ils ont, c'était fin octobre ou début novembre, ils ont proposé directement un système pour récupérer les clés. Ils se sont dit, on s'arrête, c'est bon. Vous pouvez utiliser ça, maintenant on s'arrête, on va faire autre chose. Donc, et sinon, pour l'Opbit 2.0, il n'y a pas de système de récupération actuellement. Souvent, quand les systèmes sont chiffrés avec l'Opbit 2.0, ils ont un site web où ils font la pub en fait, de ce qu'ils ont fait. Et les données sont stockées sur un serveur web, sur Dark Web. Et il y a une sorte de chronomètre qui est mis, qui décompte le temps que ces entreprises-là pour payer. En fait. Une sorte de trophée qu'ils mettent en avant pour essayer de faire un peu de pression. Voilà. Et donc, parlant aux exemples de Black Panther et Ragnarok, vu qu'ils n'utilisent pas forcément le même système de chiffrement et qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes d'infection, ce qui fait que si on veut utiliser des méthodes de détection ou de prévention, globalement, il faut prévoir tous les cas plus ou moins possibles. Ou du moins, ce qui se rapproche de ce qui est possible de faire sans trop modifier le comportement global de la machine non plus. Sinon, le ransomware pourrait trouver une méthode, les futurs ransomware pourraient trouver des méthodes pour détecter ça et ne pas s'exécuter si jamais ils détectent ce genre de système de prévention, de détection. Et enfin, je vais terminer ma partie sur la partie attaquant, sur les crypto ransomware, sur la gestion des clés qui peuvent être utilisées par les crypto ransomware. Alors c'est plus du rappel de gestion de clés cryptographiques, parce qu'en fait c'est juste un rappel rapide des différents cryptosystèmes qui peuvent être utilisés en cryptographie. On trouve en pratique donc trois cryptosystèmes possibles. Ceux qui sont basés sur les clés symétriques, ceux qui sont basés sur un système de chiffrement symétrique, ceux qui mélangent le système symétrique et asymétrique, et ceux qui utilisent uniquement le système asymétrique. Les systèmes symétriques, dans le cas de systèmes symétriques, les clés secrètes, la clé secrète générée localement, elle est cachée localement, ce qui fait qu'on potentiellement on peut la récupérer après infection. Et ça représente ce genre de système. Le cryptosystème est utilisé à peu près par 40% des ransomware. Pour ceux qui sont hybrides, en fait, le système qui est basé sur le cryptosystème qui utilise des clés symétriques, la clé secrète du coup, va chiffrer les données, et une clé publique va être importée de l'extérieur pour chiffrer la clé privée, la clé secrète, et ce qui fait que la rançon en fait, va obliger la victime la rançon va permettre à la victime de récupérer la clé privée pour déchiffrer la clé secrète qui est chiffrée à la clé publique. Voilà, qui est arrivée. Ça représente à peu près 40% des ransomware. Et enfin, les derniers cryptosystèmes qui sont utilisés, donc les systèmes asymétriques, qui dirait ça. Les clés sont générées localement aussi, la part de clés générées localement. Et en fait, la clé privée est exportée vers un serveur extérieur avant d'être détruite localement. Et les données sont chiffrées avec la clé publique. Ça représente 20% des cryptos ransomware. Voilà, donc j'en ai fini pour la partie attaquant. C'était un peu longue. Je vais aller beaucoup plus vite sur la partie défense. Donc, la partie défense va uniquement se concentrer sur les mécanismes de détection et de prévention. Alors, la littérature pour la défense, en prévention et en détection et en prévention pour Windows est assez courte au final. Mais elle est quand même intense en termes de techniques utilisées.
Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on peut découper, en termes de détection, on peut découper les mécanismes utilisés en deux grandes familles, ceux qui utilisent le machine learning et ceux qui n'utilisent pas le machine learning, actuellement. Et l'idée, à chaque fois, c'est d'utiliser trois ensembles d'informations qui sont basés sur les caractéristiques structurelles de la machine, soit sur le comportement structurel des programmes, soit sur un ensemble de données qui sont manipulées pour apprendre pour imiter les comportements qui sont faits derrière. Et à chaque fois, les mécanismes de détection qui sont utilisés essayent de mixer un de ces trois ensembles pour essayer de déterminer à l'avance, pour observer le comportement, pour savoir qu'est-ce qu'il faut observer sur la machine et prévoir à l'avance le fait qu'il y a un logiciel malveillant qui agit sur la machine. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus je vais faire une présentation un peu plus proche de ce qu'on trouve en littérature académique sur les méthodes de détection. Donc ici, on en voit un peu plus. Il existe un peu plus de 50 techniques de détection. Pour cette première partie-là, par exemple, qui n'est pas basée sur le machine learning, qui utilise un système de listes, de règles, de méthodes statistiques ou de méthodes formelles, si on veut. En fait, ce qu'on peut voir rapidement, c'est qu'ils utilisent différentes caractéristiques, effectivement, mais que les sources de données utilisées pour confirmer le système de détection n'est pas forcément uniforme, et qu'on a très peu d'informations sur les objets qui ont été manipulés pour tester la méthode de détection. C'est pareil pour les techniques qui sont plutôt basées sur le machine learning, de manière générale. Pareil, on retrouve un ensemble de techniques différentes qui utilisent différentes caractéristiques, mais qui précisent un peu plus leurs sources de données pour les tester, et utilisent globalement il y a plus d'informations sur ce qui est utilisé pour confirmer la méthode de détection, mais globalement, ça reste assez faible par rapport à l'ensemble des familles, à l'ensemble des ransomware qu'on pourrait potentiellement trouver. Et enfin, le dernier point sur la méthode de détection, pour les techniques les plus utilisées, qui sont basées sur le machine learning avec la détection des comportements des API ou un ensemble de caractéristiques diverses et variées, ou un mélange des deux. En fait, il y a beaucoup plus de familles qui ont été testées, beaucoup plus de programmes, de variantes qui ont été testées, et de logiciels corrects, pleins, qui ont été utilisés, mais globalement, c'est compliqué de les comparer vu qu'on ne sait pas forcément lesquels c'est. Et on se retrouve aussi dans la même situation, dans le cas des systèmes de prévention, qui sont beaucoup moins nombreux actuellement, il y a beaucoup moins de publications sur les méthodes de détection dans Windows. On en compte sur 5 grandes familles, et on n'a quasiment pas d'informations sur les logiciels qui ont été testés pour valider ou non les méthodes de prévention. Sachant que dans les méthodes de prévention, si vous connaissez un peu déjà les communications qui peuvent être faites sur les recommandations pour se protéger par rapport au ransomware, il est souvent recommandé de faire des backups des données, ce qui peut être intéressant à court terme, mais à long terme, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Donc, quel est le problème par rapport à tout ça? C'est que, en tout cas, nous ici, là, dans l'équipe Codsul, avec Anne Eliezer et David Lubitsch, on aimerait bien trouver quelque chose qui nous permette de comparer toutes ces techniques-là, et qui permette au moins de donner un environnement qui permettrait d'aider différentes équipes à tester ou comparer leurs méthodes de détection et de prévention par rapport au ransomware. Et en fait, quand on se pose ce genre de questions, on arrive vite à d'autres sous-questions qui sont un peu plus compliquées, qui est de savoir quelle politique on veut faire, quelle quantité d'informations on est prêt à perdre, combien de temps on met pour pouvoir détecter l'infection, qu'est-ce que ça va impacter sur la machine, et quel type de machine au final on est censé utiliser pour pouvoir comparer toutes les méthodes. Ce qui fait que, en fait, on aimerait bien développer un protocole qui aurait un ensemble de mesures qui permettrait de caractériser ou de quantifier les différentes politiques de protection qui existent, et en même temps de lister l'ensemble des difficultés qu'il faut répondre pour pouvoir se prévenir, pour pouvoir tester et se prévenir de différentes difficultés qui pourraient être rencontrées en utilisant différentes politiques de protection ou de protection de ransomware. Pour arriver à nos fins, on utilise du coup
la plateforme MOM du LHS, qui se trouve du coup ici à l'INRIA. Et plus particulièrement, on va se concentrer à réutiliser le mini driver DAD qui a été développé en parallèle de MOM et qui est compatible avec l'utilisation de MOM, où l'idée c'est de réussir à améliorer ce mini driver pour justement qu'il intègre ce protocole de comparaison de différentes politiques d'anti-ransomware. Et donc les trois différents axes qu'on essaie de développer, c'est de réussir à intégrer un ensemble de techniques de détection qui soient existantes, un ensemble de techniques de prévention qui sont existantes aussi, et de manière à pouvoir avoir un environnement qui benchmark automatiquement ces différentes méthodes, et aussi qui permettent aussi à différentes équipes de se greffer au projet, de manière à pouvoir comparer ça de manière automatique, voire à générer automatiquement un rapport qui permettrait de faciliter des stratégies, différentes stratégies, différentes politiques. Voilà. Donc, j'ai presque fini. En conclusion, donc, nous avons vu que ce qu'était un ransomware, donc ça fait partie des logiciels malveillants, qui ont en fait un cycle de vie assez court et qui utilisent dans le cas des crypto-ransomware, utilisent différents cryptosystèmes dans le but de bloquer l'accès de données à des victimes et qui redonnent l'accès à ces données en échange d'une rançon. Et pour se protéger par rapport à ce genre d'attaquants, d'attaques réalisées sur des machines ou réseaux, il existe un ensemble de techniques de prévention, de détection ou d'analyse qui sont réalisées, qui permettent au final de réaliser une analyse progressive pour répondre progressivement en fait, à ce genre d'attaque. Et il y a différents aspects qui sont exploités et ce qui fait que progressivement il y a une sorte d'équilibre qui se passe entre les ransomware et ce qui est publié en termes académiques. Et pour améliorer tout ça, on souhaiterait en fait du coup utiliser l'outillage qui est disponible ici de manière à créer un environnement qui permettrait qui favoriserait une analyse automatique, ou du moins qui permettrait de réaliser un environnement d'analyse clair sur les différentes politiques de protection qui pourraient exister par rapport au ransomware. Voilà. Donc merci de votre attention. Je pense que c'est l'heure des questions maintenant. Et si vous voulez me contacter, il y a cette adresse mail là. Pour ceux qui seront intéressés pour les icônes, c'est sur flaticon.com. Voilà. Et ensuite, c'est les références. Et je peux vous envoyer les diapos après, si vous voulez. Voilà. Merci.